Ce cours est consacré à l'anatomie de la moelle spinale ou moelle épinière. Voyons quelques généralités sur la moelle spinale ou moelle épinière. La moelle spinale ou moelle épinière est une extension caudale du système nerveux central. Elle fait suite au tronc cérébral et elle émerge de la boîte crânienne par le foramen magnum. Cette moelle épinière, très fragile, est située dans le canal vertébral, qui est un canal ostéofibreux qui va protéger la moelle épinière. Ce canal a pour particularité d'être mobile. Il va être aussi le lieu d'émergence des nerfs spinaux. La moelle spinale est donc le lieu de naissance des nerfs spinaux, et ces nerfs spinaux vont devoir sortir de la colonne vertébrale, ce que nous allons voir sur les diapositives suivantes. Commençons par la morphologie extérieure de cette moelle spinale. C'est tout d'abord un cordon cylindrique, blanc, mat, qui mesure 45 cm de long. Son diamètre est de 10 à 12 mm et son poids est extrêmement léger, puisque une moelle spinale fait entre 20 et 30 grammes. La moelle est subdivisée en plusieurs parties. Cette subdivision est liée à la naissance des nerfs spinaux et aux fonctions de la moelle épinière. On définit ainsi la moelle cervicale. Commençons par la morphologie extérieure de cette moelle spinale. C'est tout d'abord un cordon cylindrique, blanc, mat, qui mesure 45 cm de long. Son diamètre est de 10 à 12 mm et son poids est extrêmement léger, puisque une moelle spinale fait entre 20 et 30 grammes. La moelle est subdivisée en plusieurs parties. Cette subdivision est liée à la naissance des nerfs spinaux et aux fonctions de la moelle épinière. On définit ainsi la moelle cervicale. Commençons par la morphologie extérieure de cette moelle spinale. C'est tout d'abord un cordon cylindrique, blanc, mat, qui mesure 45 cm de long. Son diamètre est de 10 à 12 mm et son poids est extrêmement léger, puisque une moelle spinale. Nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels.
Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente une moelle aplatie, projetée en vue ventrale avec l'émergence des nerfs spinaux et des repères vertébraux. Avant de commencer la description morphologique extérieure, il faut bien comprendre l'organisation de la moelle épinière. Celle-ci correspond en réalité à la juxtaposition, à l'empilement
de 31 segments fonctionnels. Ces 31 segments fonctionnels s'appellent des myélomères. Chaque segment fonctionnel, nous allons voir maintenant la morphologie extérieure de la moelle spinale à travers le schéma qui représente. Voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Nous avons donc ici, voyons maintenant un segment de moelle épinière. Nous avons précisé tout à l'heure que la moelle épinière était une juxtaposition de segments ou myélomères. Les pointillés rouges, les traits rouges ici, représentent un tronçon de myélomères. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Analysons maintenant une section de moelle. La partie dorsale étant en haut de la diapositive et la partie latérale à droite. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue
postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation de la moelle épinière et de ses méninges. Nous avons ici une vue postérieure du canal vertébral avec une ouverture des méninges. Voyons l'organisation. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec deux points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec deux points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec deux points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec deux points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale.
avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son enveloppe, en particulier avec la colonne vertébrale. Avec 2 points importants, les rapports des structures neuroméningées avec les vertèbres et les disques intervertébraux et l'émergence des nerfs spinaux. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec son... Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux. Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous forme segmentaire. Eh bien, l'innervation périphérique va elle aussi être organisée sous forme segmentaire. Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux. Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous forme segmentaire. Eh bien, l'innervation périphérique va elle aussi être organisée sous forme segmentaire. Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux. Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous forme segmentaire. Eh bien, l'innervation périphérique va elle aussi être organisée sous forme segmentaire. Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux.
Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous forme segmentaire. Eh bien, l'innervation périphérique va elle aussi être organisée sous forme segmentaire. Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux. Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous forme segmentaire. Eh bien, l'innervation périphérique va elle aussi être organisée sous forme segmentaire. Nous allons nous intéresser maintenant au champ périphérique. Vous avez bien compris que la moelle épinière était le lieu d'émergence des différents nerfs spinaux. Il existe une relation étroite entre les nerfs spinaux, la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Vous savez que la moelle est organisée sous... Pour mieux comprendre les dermatomes, il est nécessaire de projeter ici à plat l'embryon, en projetant aussi les différents neuromères. Vous voyez qu'il s'agit d'un empilement de segments, un peu l'équivalent de ce qu'on a vu au niveau de la moelle épinière. Certains repères ici sont importants, mais regardez surtout les membres, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Cette projection de l'embryon permet de mieux comprendre le schéma suivant qui va présenter les dermatomes chez l'homme. Pour mieux comprendre les dermatomes, il est nécessaire de projeter ici à plat l'embryon, en projetant aussi les différents neuromères. Vous voyez qu'il s'agit d'un empilement de segments, un peu l'équivalent de ce qu'on a vu au niveau de la moelle épinière. Certains repères ici sont importants, mais regardez surtout les membres, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Cette projection de l'embryon permet de mieux comprendre le schéma suivant qui va présenter les dermatomes chez l'homme. Pour mieux comprendre les dermatomes, il est nécessaire de projeter ici à plat l'embryon, en projetant aussi les différents neuromères. Vous voyez qu'il s'agit d'un empilement de segments, un peu l'équivalent de ce qu'on a vu au niveau de la moelle épinière. Certains repères ici sont importants, mais regardez surtout les membres, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Cette projection de l'embryon permet de mieux comprendre le schéma suivant qui va présenter les dermatomes chez l'homme. Pour mieux comprendre les dermatomes, il est nécessaire de projeter ici à plat l'embryon, en projetant aussi les différents neuromères. Vous voyez qu'il s'agit d'un empilement de segments, un peu l'équivalent de ce qu'on a vu au niveau de la moelle épinière. Certains repères ici sont importants, mais regardez surtout les membres, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Cette projection de l'embryon permet de mieux comprendre le schéma suivant qui va présenter les dermatomes chez l'homme. Pour mieux comprendre les dermatomes, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs,
Voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs, voici les dermatomes qui sont représentés ici. Vous retrouvez, si on s'intéresse aux membres supérieurs. Voyons maintenant les myotomes et les réflexes. Quelques principes de base sur les myotomes. Les muscles peuvent être innervés de trois façons différentes. Soit un muscle est innervé par une seule et même racine. On parle d'innervation monoradiculaire, c'est le cas des muscles intercostaux. Soit le muscle est étendu en hauteur, et il va être innervé à différents niveaux par plusieurs racines qui chacune va s'occuper d'un segment. On parle alors d'innervation pluriradiculaire. Segmentée. Enfin, et c'est le cas le plus courant, lié à l'organisation sous forme de plexus et au mélange des nerfs spinaux, on a ce que l'on appelle une innervation pluriradiculaire fusionnée. Et on peut prendre l'exemple du muscle biceps brachial. Cela signifie que l'examen clinique de la motricité de ces différents muscles vous informe plus ou moins sur le neuromère ou les neuromères concernés. Il existe un contrôle segmentaire des mouvements des membres. Si on examine un patient, il est possible, en fonction de certains mouvements demandés, de définir quel est le neuromère concerné. Les différents mouvements sont représentés sur la droite, sont illustrés au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. L'abduction et l'adduction du membre supérieur sont contrôlées par C5, C6 et C7. La flexion du bras sur l'avant-bras et l'extension du bras sur l'avant-bras sont partagées pour la flexion entre C5 et C6 et pour l'extension entre C7 et C8. Les mouvements de rotation au niveau du poignet sont assurés pour ce qui est de la supination par C6 et de la pronation par C7 et C8. Voyons maintenant les myotomes et les réflexes. Quelques principes de base sur les myotomes. Les muscles peuvent être innervés de trois façons différentes. Soit un muscle est innervé par une seule et même racine. On parle d'innervation monoradiculaire, c'est le cas des muscles intercostaux. Soit le muscle est étendu en hauteur, et il va être innervé à différents niveaux par plusieurs racines qui chacune va s'occuper d'un segment. On parle alors d'innervation pluriradiculaire. Segmentée. Enfin, et c'est le cas le plus courant, lié à l'organisation sous forme de plexus et au mélange des nerfs spinaux, on a ce que l'on appelle une innervation pluriradiculaire fusionnée. Et on peut prendre l'exemple du muscle biceps brachial. Cela signifie que l'examen clinique de la motricité de ces différents muscles vous informe plus ou moins sur le neuromère ou les neuromères concernés. Il existe un contrôle segmentaire des mouvements des membres. Si on examine un patient,
il est possible, en fonction de certains mouvements demandés, de définir quel est le neuromère concerné. Les différents mouvements sont représentés sur la droite, sont illustrés au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. L'abduction et l'adduction du membre supérieur sont contrôlées par C5, C6 et C7. La flexion du bras sur l'avant-bras et l'extension du bras sur l'avant-bras sont partagées pour la flexion entre C5 et C6 et pour l'extension entre C7 et C8. Les mouvements de rotation au niveau du poignet sont assurés pour ce qui est de la supination par C6 et de la pronation par C7 et C8. Voyons maintenant les myotomes et les réflexes. Quelques principes de base sur les myotomes. Les muscles peuvent être innervés de 3 façons différentes. Soit un muscle est innervé par une seule et même racine. On parle d'innervation monoradiculaire, c'est le cas des muscles intercostaux. Soit le muscle est étendu en hauteur, et il va être innervé à différents niveaux par plusieurs racines qui chacune va s'occuper d'un segment. On parle alors d'innervation pluriradiculaire, segmentée. Enfin, et c'est le cas le plus courant, lié à l'organisation sous forme de plexus et au mélange des nerfs spinaux, on a ce que l'on appelle une innervation pluriradiculaire fusionnée. Et on peut prendre l'exemple du muscle biceps brachial. Cela signifie que l'examen clinique de la motricité de ces différents muscles vous informe plus ou moins sur le neuromère ou les neuromères